La cuisine embaumait la viande saisie et les légumes trop cuits, l'air si épais qu'il pesait sur ma poitrine. Je me penchai au-dessus de l'évier, manches retroussées, l'eau coulant froide sur mes mains, tandis que je récurais une autre assiette. Puis cela frappa. Une douleur traversa mes côtes si violemment que je crus que mes genoux allaient lâcher là, sur le carrelage. Mon souffle se fit court et saccadé, le bord du comptoir devenant soudain la seule chose qui me maintenait debout. Arrête de te plaindre. Les soldats ne se plaignent pas. La voix de mon père traversa la pièce comme un coup de fouet, même à la retraite. Le colonel James Monroe conservait la même présence autoritaire qui avait autrefois plié des pelotons à sa volonté. Pour lui, mon silence n'était pas de la force, c'était une obéissance attendue. Et quand un son m'échappait, même un halètement de douleur, c'était une faiblesse qu'il ne pouvait tolérer. De l'autre côté de la pièce, David s'appuyait contre le frigo, son sweatshirt des Marines pendant lâche sur ses épaules. Les bras croisés comme s'il avait attendu ce moment précis, son sourire s'étendit lentement. « Cruel. Regardez-la, dit-il. » Un rire coincé dans la gorge. Notre dur lieutenant rentré d'outre-mer, qui plie sous le poids des tâches ménagères. L'assiette glissa de mes doigts, claquant dans l'évier. J'appuyai une paume sur mon flanc, essayant de dissimuler le tremblement de mon bras, tandis que je tendais la main vers une autre assiette. L'eau continuait de couler, mais le bruit dans la pièce était plus aigu. Le raclement de la chaise de mon père, le claquement de ses bottes contre le sol, le silence qui suivit, lourd comme une arme chargée. Je ne le regardais pas. Pas encore. Je fixais le mince filet de savon qui glissait dans l'égout, comptant chaque souffle comme je comptais autrefois les secondes sous le feu ennemi. Là-bas, en uniforme, je savais à quoi m'attendre. Des ordres, du danger, la survie. Ici, dans la maison qui n'avait jamais adouci ses angles. Même après le départ de ma mère, les règles étaient plus floues et, d'une certaine manière, plus dures. Mon dos se redressa par réflexe quand je sentis sa présence derrière moi. « Tu crois que le déploiement te donne une excuse ?» Son ton n'était pas élevé, mais chaque mot atterrissait comme un coup. « Tu es encore sous mon toit? Tu porteras ton poids? Blessure ou pas ?» La douleur irradia plus profondément, se propageant dans mon flanc, jusqu'à ce que je la sente dans ma mâchoire. Je voulais me tourner, me défendre, dire quelque chose, n'importe quoi. Mais le rire de David combla le vide, plus tranchant que le cliquetis des ustensiles sur le comptoir. Il mima de se tenir les côtes, se pliant en deux dans une fausse agonie. « Mieux vaut appeler les médecins, » dit-il. Le lieutenant Monroe s'est fait une coupure au papier. La chaleur monta à mon visage. La honte tressait étroitement avec la colère. Mais je l'avalais. C'était aussi l'entraînement. Ne jamais leur donner ce qu'ils cherchent. Mes mains bougeaient automatiquement. Récurrent, rinçant, empilant. Chaque mouvement mécanique. Chaque souffle un test contre la bande qui se resserrait dans ma poitrine. Dehors, j'entendis le faible bourdonnement d'un moteur passant devant le logement de la base, juste un bruit ordinaire. Mais en cet instant, c'était suffisant pour me rappeler que le monde tournait encore au-delà de ses murs. À l'intérieur, cependant, la cuisine se refermait. L'odeur de graisse, l'écho du rire, l'ordre froid d'un homme qui m'avait autrefois enseigné la discipline, mais jamais la miséricorde. J'avais affronté des mortiers, des fusillades, le chaos des zones de guerre, mais rien ne me faisait me sentir plus petite que de me tenir là, avec du savon sur les mains et les yeux de mon père dans mon dos. J'aimerais pouvoir dire que la cruauté dans cette cuisine n'avait commencé qu'après mon retour du déploiement. Mais la vérité est qu'elle avait été répétée en moi pendant des années. Notre maison n'avait jamais vraiment été un foyer. C'était une caserne déguisée en briques et en placo. Après la mort de ma mère, le silence avait pris sa place, et mon père avait rempli chaque recoin de discipline. La table à manger était devenue un terrain de parade, et le salon un terrain d'exercice. David s'épanouissait là-dedans. Il était fort, prompt à obéir, et avide de performer. Mon père l'appelait un soldat né, une phrase qui le suivait comme une médaille, même avant qu'il n'enfile un uniforme. Chaque faux pas de ma part ne faisait que faire briller David plus fort. Il se comportait comme un héros en formation, et aux yeux de mon père, c'est exactement ce qu'il était. J'étais différente, sensible, disaient mes enseignants autrefois, rapide à remarquer les petites choses que les autres manquaient, le changement dans le ton d'un ami, la tension dans les yeux de quelqu'un. Mais dans notre maison, ce n'était pas vu comme de la conscience, c'était de la faiblesse. Mon père disait que je n'avais pas l'estomac pour le boulot, et ces mots ne concernaient pas l'armée. Ils concernaient la vie elle-même.
Je me souviens encore du jour où je suis tombée pendant l'une de ces sessions d'entraînement dans le jardin. J'avais 8 ans. Il avait installé un parcours d'obstacles avec des sacs de sable et une montée à la corde, déterminé à nous transformer en soldats avant même que nous soyons adolescents. J'ai glissé, atterri durement, et entendu le craquement dans mon bras avant que la douleur ne me rattrape. Je l'ai serré contre ma poitrine, les larmes coulant. Il n'a pas accouru pour m'aider. Il n'a même pas demandé si je pouvais bouger mes doigts. Au lieu de cela, une fois rentré à l'intérieur, il m'a poussé une pile d'assiettes. Lave ça d'abord, a-t-il dit. Ensuite, on verra si c'est vraiment cassé. Je me souviens de la piqûre du savon et de l'eau contre mes mains tremblantes, du poids des assiettes glissant entre mes petits doigts, de la honte de pleurer pendant qu'il se tenait dans l'encadrement de la porte à regarder. Des heures plus tard, une radio prouva ce que je savais déjà. L'os était fracturé, mais même alors, il dit au médecin que j'exagérais la douleur. Ce schéma s'est ancré profondément. Chaque fièvre, chaque blessure, chaque signe que mon corps se brisait, balayé d'un revers. Pour lui, la douleur était une performance, sauf quand David la ressentait. Alors, c'était du courage. Pour moi, la règle était simple, endure en silence ou sois humilié. Et ainsi j'ai appris, bien avant que l'armée ne me donne un grade, que la survie signifiait avaler ma voix tout entière. Au moment où l'armée m'a libérée en congé médical temporaire, je savais déjà où j'allais atterrir. Mes économies s'étaient épuisées, et l'appartement que j'avais loué près de la base avait disparu en un mois. Il ne restait nulle part ailleurs que les mêmes quartiers à Fort-Bragg, où ma discipline d'enfance avait été forgée. Franchir cette porte d'entrée familière ressemblait moins à un retour au foyer qu'à une réaffectation à un poste pour lequel je n'avais jamais postulé. Mon père ne perdit pas de temps à rétablir son commandement. À l'aube, avant même que le brouillard ne se lève des pins dehors, il me tira du lit à grands cris, des exercices physiques dans le jardin, une course autour du pâté de maison, des pompes jusqu'à ce que mes bras tremblent. Pas pour la récupération, disait-il, mais pour renforcer le caractère. Le petit déjeuner était une marche rapide de corvée. Récuré, transporter, balayeur. Ce n'était pas tant du travail qu'une punition déguisée en routine. David faisait aussi ses apparitions, toujours au bon moment, toujours avec un public. Il entrait dans la cuisine dans sa tenue des Marines repassée, serrant la main de mon père comme s'ils étaient des camarades. Pas père et fils? Puis il me jetait un regard, s'appuyant dans l'encadrement de la porte avec ce sourire, et demandait bruyamment comment se passèrent mes vacances civiles. Mon père riait du coup de pique, et le message atterrissait exactement comme prévu. Je n'étais plus une soldate, pas à leurs yeux. Les murs se refermaient plus étroitement qu'ils ne l'avaient fait quand j'étais enfant. Je n'avais pas de voiture à moi, aucun moyen de quitter le logement de la base, sans demander les clés que mon père gardait dans sa poche, comme un ensemble de chaînes. Il appelait ça de la responsabilité. Moi, j'appelais ça du contrôle. Mon téléphone aussi était soumis à son examen. Il demandait avec qui je textais. Si je perdais mon temps, il ne le prenait jamais directement. Mais la menace non dite était toujours là. La vie privée était un privilège que je n'avais pas gagné. J'ai arrêté de répondre aux appels d'amis, même de quelques anciens camarades de section qui m'ont contacté, après avoir entendu que j'étais de retour. Chaque sonnerie portait le risque qu'il exige de voir qui c'était. Et je n'avais pas la force pour un autre interrogatoire. Alors j'ai appris à me rétrécir à nouveau, à garder les yeux baissés au repas, à hocher la tête quand il assignait un autre exercice, à me mordre la langue quand David riait trop fort. L'armée m'avait entraînée à me tenir droite dans les fusillades, mais de retour dans cette maison, je me déplaçais comme une recrue sous inspection constante, attendant toujours, attendant l'ordre suivant, le test suivant, la prochaine façon de prouver que je n'étais jamais assez. Les jours se fondirent, jusqu'à ce que mon père annonce la mission suivante. Nous allions organiser un dîner formel pour la brigadière générale Margaret Ellis, une vieille protectrice de la famille qui avait guidé sa carrière des décennies plus tôt. Elle fêtait ses 80 ans, et la célébration se tiendrait sous notre toit. Le poids en retomba entièrement sur moi. Planification du menu, courses, récurage de chaque centimètre de la maison, et préparation du repas lui-même. Tout devint mon affectation. David offrit un salut paresseux quand il l'entendit. Promettant de superviser, je me jetai dans le travail parce que le refus n'était pas une option. Pendant des jours, j'ai transporté des boîtes de porcelaine du grenier, poli l'argenterie jusqu'à ce que mes mains boursouflent, me penchai sur le four, jusqu'à ce que la chaleur brouille ma vision. Chaque levée,
Chaque torsion de mon torse envoyait une pointe chaude dans mon flanc. Ce qui avait autrefois été une douleur sourde s'était aiguisé en quelque chose de bien plus insistant. Le matin du dîner, chaque souffle ressemblait à une traction contre du fil barbelé. Les invités arrivèrent en uniforme repassé et costumes sombres, l'odeur de l'eau de Cologne se mélangeant à celle de la viande rôtie et de l'ail. Les rires montaient en vagues du salon, mais je restais en cuisine, me déplaçant avec précaution, portant des plateaux, versant des boissons, la sueur perlait à la base de mon cou. Bien que l'air semble froid, David, bien sûr, trouva sa scène. Debout dans l'encadrement de la porte, il éleva la voix, juste assez pour que la pièce voisine l'entende. Elle a l'air de monter une performance à nouveau. Attention, les amis, elle pourrait s'évanouir pour attirer la sympathie. Son petit rire fut avalé par quelques rires polis. Je stabilisai le plateau dans mes mains, ma vision nageant. Mon père ne leva même pas les yeux de sa chaise quand il répondit « Reprends-toi, Lieutenant ». Le mot, autrefois un titre de fierté, tomba à plat, dépouillé. Un ordre sans honneur attaché, je serrai les dents et continuai à bouger, servant les assiettes comme si rien n'allait mal. Bien que mes genoux tremblent à chaque pas, la pièce tournoya légèrement, la lumière du lustre trop vive contre mes yeux. Et puis au milieu de tout cela, la porte d'entrée s'ouvrit, l'air froid balaya l'intérieur, coupant la chaleur lourde. Une nouvelle voix porta par-dessus les rires, une voix que je n'attendais pas, le major Jonathan Howard, médecin de l'armée, camarade d'outre-mer. Son regard balaya la pièce une fois avant de se poser sur moi, et en un instant, son expression passa d'invité poli à médecin urgent. C'est à ce moment que le sol sous notre charade silencieuse commença à se fissurer. Le docteur Howard traversa la pièce avant que quiconque puisse lui offrir un verre. Ses yeux se verrouillèrent sur la façon dont je tenais mon flanc, la raideur de mes épaules, le rythme superficiel de ma respiration. Il ne s'embarrassa pas de banalité. « Quand cela a-t-il commencé ?» demanda-t-il calmement. Son ton clinique et précis. Je secouai la tête, forçant un sourire fragile. « Je vais bien ?» murmurai-je. Les mots réflexes, inculqués par des années de déni, mais il n'y crut pas. Sa main plana près de mon bras, me stabilisant sans toucher, puis plus fort pour que toute la pièce entende. Elle a besoin de soins médicaux tout de suite. Les rires s'interrompirent en un silence hésitant. Mon père se leva, mâchoire serrée, voix tranchant comme une lame. C'est inutile, elle exagère. Nous n'avons pas besoin d'une scène devant les invités. Ses yeux se tournèrent vers la générale en bout de table, sa peur de perdre la face l'emportant sur tout le reste. Ce n'est pas un exercice. Howard claqua, sa voix montant avec un acier rare. Elle pourrait s'effondrer d'une seconde à l'autre. Appelez une ambulance. L'autorité dans son ton changea l'air. Même David se tut, son sourire vacillant tandis que Howard s'accroupit légèrement pour croiser mon regard. « Respire pour moi. Lieutenant, dit-il. Lentement, j'essayai, mais l'effort griffa mes côtes, me laissant haletante. Cela suffit pour lui. Il agita vivement la main vers la porte. Maintenant, en quelques minutes, les secouristes entrèrent dans la maison, leurs sacs d'équipement cognant contre le sol poli, masques à oxygène, signes vitaux, murmures d'urgence. La scène n'appartenait plus à mon père. Elle appartenait aux professionnels qui refusaient de détourner le regard. J'aperçus son visage tandis qu'il me hissait sur la civière. Pale, rigide, mais encore défiant. Il marmonna. « Elle ira bien. » C'est exagéré. Pourtant, personne ne l'écoutait plus. La course en ambulance se fondit en sirènes et lumières fluorescentes. À l'hôpital, les scans révélèrent ce que mon corps essayait de me dire. Côte fracturée, un épanchement de sang près du poumon, preuve indéniable. Quand j'ouvris à nouveau les yeux, une autre silhouette se tenait à mon chevet, Tante Karen O'Donnell, la sœur cadette de ma mère, ancienne infirmière de l'armée. Son uniforme était retiré depuis longtemps, mais la résolution dans ses yeux était aussi aiguisée que jamais. Elle prit ma main sans demander, sa prise chaude et inébranlable. « Tu ne retournes pas là-bas ?» dit-elle, baise et ferme. Et pour la première fois depuis des années, je crus quelqu'un. Karen ne perdit pas de temps. Tandis que je gisais dans le lit d'hôpital, l'oxygène sifflant doucement à côté de moi, elle étala des papiers sur la table roulante comme si elle se préparait à la bataille. Dossiers médicaux, résultats d'imagerie, rapports des secouristes, tout rassemblé avec une précision venue d'années en uniforme. Elle avait même une déclaration écrite du docteur Howard, précise dans ses détails, notant mes côtes fracturées, la respiration superficielle qu'il avait vue,
Le danger si j'avais été laissée sans traitement. J'essayais de la repousser. Karen, c'est fini, je guérirai. Personne n'a besoin d'en savoir plus. Ma voix était fine, fatiguée. Portant l'ancienne habitude de minimiser, ses yeux me transpercèrent. Sarah, si tu restes silencieuse, ils t'enterreront à nouveau. Tu comprends? Ils réécriront ça jusqu'à ce que tu ne sois plus qu'une soldate faible qui a trébuché sur sa propre ombre. Et tu devras vivre dans leur version de toi. Ces mots s'enfoncèrent profondément, pressant contre quelque chose de brut. J'avais passé des années à survivre en avalant la vérité, me convainquant que le silence était de la force. Mais allongé là, avec des bleus fleurissant sur ma peau, je vis le coup plus clairement que jamais. Au moment de ma sortie, Karen avait déjà contacté la police militaire. Ils vinrent en uniforme, bloc-notes en main, voix égale mais délibérée. Je leur racontais l'histoire morceau par morceau, la poussée de mon père, le rire de David, l'effondrement en cuisine. Chaque détail ressemblait à rouvrir une plaie, mais la main de Karen resta ferme sur mon épaule, me rappelant que je n'étais pas seule. 2 jours plus tard, la preuve arriva sans que je lève le petit doigt, un message vocal de mon père, voix contrôlée mais imprégnée de fureur, dramatique, ingrate, déchirant cette famille, puis David intervenant, se moquant de moi pour avoir besoin d'étrangers pour mener mes batailles. Karen enregistra le message, son visage sombre. Ils viennent de nous donner des munitions. Pourtant, le doute s'insinuait la nuit. Je me demandais si quiconque au-delà de Karen et Howard me croirait. Mais alors, des messages commencèrent à arriver. D'anciens camarades de section me contactant. L'un écrivit « Je me souviens de toi boitant en patrouille. Tu disais que tu allais bien, mais on savait tous que quelque chose n'allait pas. » Un autre admit qu'ils avaient vu mon père balayer des blessures pendant des visites à la maison. Leurs mots n'effaçaient pas les années, mais ils plantèrent quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La validation. Le silence dans lequel j'avais vécu se brisait, morceau par morceau délibéré. Et pour la première fois, je n'étais pas la seule voix à raconter mon histoire. L'audience eut lieu dans une salle d'audience militaire calme, ses murs nus sauf pour le drapeau américain et le sceau de la justice. Je m'assis à la longue table, mon uniforme repassé, mes côtes encore douloureuses sous le tissu. Pendant des années, je m'étais sentie petite sous l'ombre de mon père. Mais ce matin-là, la pièce semblait différente, comme si l'équilibre des pouvoirs se déplaçait de façon que je n'avais jamais osé imaginer. Le docteur Howard parla en premier. Son témoignage fut ferme, clinique, irréfutable. Il décrivit mes symptômes cette nuit-là. Le danger d'une hémorragie interne, les scans médicaux qui prouvèrent la vérité. Les juges écoutèrent sans interruption, les stylos glissant sur le papier, puis vint Karen. Elle n'était pas seulement ma tante en cet instant, elle était une infirmière vétérane, sa voix résonnant avec l'autorité de quelqu'un qui avait porté des soldats blessés hors des champs de bataille. Elle exposa les preuves avec précision. Les dossiers, les photographies, le gonflement visible sur ma poitrine. Chaque fait ébréchait le silence qui avait protégé mon père si longtemps, puis l'enregistrement fut joué. Les haut-parleurs de la salle emplirent de la voix de mon père, tranchante et dédaigneuse, me traitant d'ingrate et de dramatique. Le rire de David suivit, me moquant pendant que je luttais pour respirer, l'entendre à voix haute. Entouré d'officiels en uniforme, dépouilla les mots de leur pouvoir. Ce qui avait autrefois été une humiliation privée devint une preuve publique. Le verdict fut lu en ton sec et mesuré. Le colonel James Monroe, coupable d'abus et de mise en danger, son statut honorifique révoqué. Placé en probation, interdit de me contacter à nouveau. David, bien qu'épargné d'une condamnation, fut formellement réprimandé par les Marines, sa promotion suspendue, son dossier impeccable entaché. Pour la première fois, leur autorité se fissura devant moi. Quand mon nom fut appelé, je me levai, mes jambes tremblaient, mais pas de peur. Je croisai le regard du panel et parlais simplement, voix basse mais inébranlable. J'ai porté le silence comme une armure pendant la plus grande partie de ma vie. Aujourd'hui, j'avais besoin de me tenir sans lui. Les mots n'étaient pas répétés. Ils venaient d'un endroit plus profond. Là où des années de douleur avaient enfin trouvé la libération, je sortis de cette salle d'audience. Non comme une fille cherchant encore l'approbation, non comme une sœur éclipsée, mais comme une officier qui avait réclamé sa voix. Pour une fois, le silence leur appartenait, pas à moi. Après le verdict, l'air autour de moi semblait différent, plus léger, bien que pas entièrement libre. Les blessures ne disparaissent pas avec un coup de marteau. Elles restent douloureuses dans le silence, attendant d'être mises en forme.
Alors, quand la salle des vétérans m'invita à parler, j'acceptai, non parce que je voulais les projecteurs, mais parce que le silence m'avait déjà coûté trop cher. La salle était remplie de rangées d'uniformes, certains impeccables, d'autres fanés. Certains rentraient dans des fauteuils roulants, des familles étaient assises parmi eux, visages marqués par le poids d'histoires jamais racontées. Je montai au podium, ma poitrine encore sensible sous la veste, et laissai mon regard balayer la pièce. On m'a enseigné, commençai-je, que le silence est de la force, que se plaindre est de la faiblesse. Pendant des années, j'y ai cru, jusqu'à ce que le silence manque de me tuer. Les mots semblèrent détendre quelque chose dans l'air. Je leur racontai la cuisine, la douleur qui me plia en deux, la façon dont la moquerie avait été plus forte que la compassion dans ma propre famille. Je parlais du docteur Howard intervenant quand personne d'autre ne l'aurait fait, de la protection farouche de Karen, du moment où ma voix perça enfin des années de déni. Je n'adoucis pas la vérité, je la laissai brute et ferme, parce que la cacher n'avait servi que ceux qui avaient essayé de m'effacer. Quand j'eus fini, il n'y eut pas d'applaudissements au début, seulement de l'immobilité. Puis lentement, des mains se levèrent, des hommes et des femmes se dressèrent l'un après l'autre, partageant des fragments des leurs. Le médecin dont les blessures avaient été balayées comme une exagération, l'épouse réduite au silence par le rang et la réputation, le vétéran qui portait des bleus que personne n'interrogeait. Leurs voix emplirent la salle, jusqu'à ce qu'elle ressemble moins à une confession et plus à une reconquête. Une semaine plus tard, le journal local titra Une lieutenant de l'armée transforme un traumatisme en justice et en changement. Le nom de mon père était enterré dans l'article, dépouillé de gloire, tandis que la réprimande de David se répandit discrètement dans les Marines, parmi la communauté qui les avait autrefois idolâtrés. Le silence suivit là où l'admiration avait été. Je conclus mon discours par la seule vérité que je connaissais avec certitude. Le silence est l'ennemi. Parlez sauf Davis. Cette nuit-là, debout dehors la salle, l'air frais contre mon visage, je réalisais que ce n'était pas la victoire que je ressentais. C'était de la stabilité. Pour une fois, je ne portais pas le poids d'être invisible. J'étais simplement une soldate qui avait choisi de se tenir droite. Et cette fois, les gens me croyaient. Cette histoire a peut-être touché quelque chose de profond en vous, douleur, force ou même des souvenirs personnels. J'aimerais savoir d'où vous regardez et quelle partie vous a le plus parlé. Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Partagez vos sentiments et gardons cette conversation vivante. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner à Rêve de Vengeance pour ne jamais manquer la prochaine histoire qui compte.